Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Alors, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler d'une situation triste, très triste. Comment on sacrifie, comme toujours, des populations africaines, juste pour les intérêts des Occidentaux et notamment de la France. On va revenir à un fait qui s'est passé à l'époque où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Lorsque la rébellion a commencé, la rébellion de Guillaume Soro qui a affirmé haut et fort, nous avons pris les armes pour Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, il fuit à cause de Alassane Ouattara. Mais bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Lorsqu'ils ont commencé leur rébellion, l'armée ivoirienne a riposté pour reculer les assaillants, pour freiner le mouvement vers Abidjan. Et donc, la France qui constate que l'armée est en train de prendre de l'avance, elle risque de neutraliser cette rébellion qu'elle-même a formée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il lui faut trouver un moyen pour détruire l'aviation militaire ivoirienne. Et que va faire la France? Écoutez bien, que va faire la France? Elle ne peut pas quitter Paris avec ses soldats. C'est vrai qu'ils ont une base militaire là-bas déjà en Côte d'Ivoire. Venir sans raison comme ça, détruire les avions militaires ivoiriens. Il fallait trouver une raison. Et quel type de raison? Comment ils ont fait? C'est-à-dire que c'est incroyable, mais vrai. Comment on peut tuer son propre peuple, ses soldats, pour avoir une raison pour tuer plus de kémites, de nègres? C'est ça le problème. Je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps, dans ma précédente chaîne qui avait été fermée pour des raisons politiques, comme vous le savez. Et là, je retrouve ce document, un document où un journaliste est en train d'accabler Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français. On lui pose des questions pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Je vais vous laisser écouter et après, on va comme d'habitude donner un mot pour expliquer un peu ce qui se passe exactement, ou ce qui plutôt s'est passé il y a plusieurs décennies de cela. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite bonne écoute. Militaire. Vous dites même à un moment donné, page 12, comme beaucoup de Français, j'ai été touché autour de moi par les blessures de la guerre, les vies fauchées et la chair meurtrie. Or, vous qui avez le sens parfois de l'emphase, parfois je trouve que vous avez le sens de l'ellipse. Je ne dis pas que vous réécrivez l'histoire, mais parfois vous ne l'écrivez pas du tout. Exemple. Et je vous parlais de la Côte d'Ivoire. La tension culmina en novembre 2004, lorsque des avions des forces armées ivoiriennes bombardèrent à Bouaké
une caserne de la force Licorne faisant de nombreuses victimes, dont 9 militaires français. Jacques Chirac réagit aussitôt, refusant de voir une attaque sur nos hommes restés sans réaction. À l'époque, il y a eu un bombardement sur les forces françaises à Bouaké, puisque la Côte d'Ivoire était séparée entre deux forces. Au nord, il y avait les rebelles hostiles à Gbagbo, et au sud, il y a Gbagbo qui essayait de résister. Or, il y a eu un bombardement opéré par deux aviateurs biélorusses qui étaient des mercenaires, et 9 soldats français sont morts dans ce bombardement. Jusque-là, c'est un drame, bien sûr. Sauf que une juge d'instruction entend vous renvoyer devant la Cour de justice de la République parce que ces deux pilotes biélorusses ont été appréhendés, ils ont même été filmés par les soldats français quand ils sont revenus à la base, on a des photos. Ils ont essayé de s'en aller au Togo, ils ont été appréhendés pendant 15 jours, ils sont restés en prison. Et là, l'État français, à l'époque, a donné une fin de non-recevoir. C'est-à-dire qu'on n'a plus voulu entendre parler de ces deux pilotes biélorusses, qui sont responsables de l'assassinat de 9 de nos militaires. Et je lis simplement, et vous allez répondre, parce que moi aussi je me pose la question, pourquoi vous avez couvert, avec Michel Alliot-Marie, Michel Barnier, la fuite de ces deux assassins? La juge Sabine Kéris écrit « Les plus hautes autorités du ministère de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères avaient été prévenues de l'implication des Biélorusses dans l'assassinat des militaires français. En donnant l'ordre de ne rien faire, en ne prévenant pas le procureur de la République, elle savait que ces pilotes seraient remis en liberté et échapperaient à la justice. Tout a été orchestré afin qu'il ne soit pas possible d'arrêter, d'interroger ou de juger les auteurs du bombardement. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez rien fait pour récupérer, pour appréhender les deux assassins de 9 militaires français, s'il vous plaît? Monsieur Yann Moix, c'est très facile, dans le confort d'une agréable soirée à Paris, de refaire l'histoire. Agréable jusque-là. Oui, non, mais moi je suis ravi de l'occasion que vous me donnez de répondre. Pas une accusation, une interrogation. Oui, mais vous avez raison, interrogation. Et reprenons le fil de ce que vous venez de dire. Comme vous l'avez dit, une juge a enquêté pendant 12 ans sur une affaire qu'à aucun moment je n'ai été amené à traiter, pour une raison très simple. Et croyez bien, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas se dérober en matière de responsabilité politique, c'est moi. Je l'ai suffisamment montré. J'étais ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous avancez des Biélorusses dont nous savions qui avaient fait, etc. Vous le dites aujourd'hui. Que savait-on à l'époque? Ça fait 11 ans qu'ils sont dans la nature. Que savait-on à l'époque? Puisque vous parlez d'une période qui a suivi les quelques jours qui ont suivi l'opération. Nous sommes dans ce qu'on appelle, dans le jargon, une séquence militaire. Il y a des Français qui sont tués, le président de la République donne l'ordre de riposter immédiatement, c'est une séquence militaire. Expliquez-moi ce que le ministre de l'Intérieur a à voir et de quelle information dispose-t-il? C'est facile. J'ai moi-même, avec beaucoup de bonne volonté, écoutez la juge qui m'a posé un certain nombre de questions. Je lui ai répondu ce que je savais, c'est-à-dire pas grand-chose, plus exactement rien. Vous trouvez normal? L'entretien a duré 2 heures. Un certain nombre d'années plus tard, sans que je n'ai jamais été convoqué, ni même informé. C'est pour ça que je trouve l'ensemble du processus un peu curieux. J'apprends ce que vous venez de dire. C'est que la question était posée, la proposition faite par cette juge de renvoi. Je prends mon téléphone, j'ai passé 3 coups de fil. 3. Mon directeur de cabinet, est-ce que nous avons à l'époque été saisis? Jamais entendu parler. Le directeur général de la police nationale, patron du STIP, le service qui est en charge des affaires intérieures, aucun souvenir. Mon conseiller diplomatique de l'époque, nous n'avons jamais traité. Personne ne s'est soucié de savoir qui venait bombarder les forces françaises. Je suis ministre de l'Intérieur. C'est Michel Alliot-Marie, en fait. Je suis ministre de l'Intérieur. Vous étiez j'imagine, spécialiste parce que de je n'ai la pas région, l'habitude de me défausser, que la ministre de l'Intérieur a eu à traiter ce dossier en liaison avec de la Défense, a eu à traiter ce dossier avec l'Élysée, président de la République, chef des armées, dossier difficile dans lequel il y a des composantes de droit, des composantes d'opportunité, des composantes d'information. Aujourd'hui, vous rassemblez tout ça et vous jetez... Vous jetez ce qui ressemble malgré tout, de l'interrogation, à une accusation. C'est une chose, ce qui est dommageable dans ce cas de figure, quand on ne peut pas appréhender les coupables, c'est qu'on suscite forcément florès de théorie du complot. On se demande s'il n'y a pas une sorte d'affaire Greenpeace, où par exemple on aurait demandé
de Biélorusses de bombarder les forces Voilà. françaises C'est dit. à un endroit supposé vide, et comme par hasard et par malchance, il se trouve qu'il y avait des gens en dessous, et que malheureusement cette bavure a été maquillée, on peut accréditer ce genre de thèse comme d'autres. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que toutes les théories du complot qui peuvent germer dans les cerveaux, finalement vous en êtes d'une certaine manière l'auteur quand vous refusez d'appréhender les coupables qui pourraient nous donner la bonne version. Monsieur Moix, je suis quelqu'un de modéré et de courtois. Il y a un certain nombre de propos qui, en responsabilité, ne peuvent pas être tenus avec l'aisance et la facilité avec laquelle vous tenez. C'est facile de faire des commentaires, c'est facile de jeter en avant un certain nombre C'est pas des questions faciles à poser. Si, non, c'est facile. non, elles sont pas faciles à poser les questions. Vous avancez des thèses révisionnistes Non. qui sont totalement Je dis simplement que insultantes et injurieuses. c'est pas moi qui les pour soutiens, je l'armée dis que comme française. on n'a pas la réponse, forcément ces thèses Mais c'est vont pas fleurir parce dans qu'on les n'a pas la esprits. réponse à un problème Très bien. qu'il faut mettre la main Très bien. dans la boîte et avancer des idées Bah, vous Alors, avez et en votre plus question. injurieuses pour nos La responsables. manière dont vous militaires. vous énervez prouve qu'il y a Mais la manière quand même un petit problème dans cette affaire. Monsieur Moix, je m'indigne. Je vous l'ai dit. Vous avez compris la colère du ministre, du Premier ministre de Jacques Chirac, qui a été, à l'époque des faits, il était ministre de l'Intérieur, comme il a dit à l'intérieur de la vidéo. Il s'agissait de quoi? Là, nous sommes en 2004, novembre 2004. C'est que la rébellion de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, vous savez, Guillaume Soro l'a confirmé très bien qu'il a pris des armes en Côte d'Ivoire pour préserver les droits d'Alassane Ouattara. J'espère que maintenant que Alassane Ouattara est en train de violer ses propres droits, il prendra encore des armes, je n'en sais rien. Bref, la rébellion avançait. Et l'armée ivoirienne a commencé à utiliser sa flotte, des avions militaires pour bombarder, faire face à cette rébellion. Et ça a gêné Jacques Chirac, puisque c'est la France, en fait, qui était derrière cette rébellion. Et ils se sont dit, il faut donc détruire tous les avions militaires ivoiriens. Mais il faut un motif. Ils ne peuvent pas quitter leur base en Côte d'Ivoire et puis venir à la base militaire ivoirienne pour bombarder, détruire les avions militaires. Ça n'a aucun sens, surtout que là, on était en période de guerre. L'État ivoirien était en guerre, attaqué par Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le gouvernement français va recruter des mercenaires. Il va recruter 2 mercenaires biélorusses. Et ces mercenaires-là vont faire le boulot à leur place. Le journaliste a bien dit que, bon, il y a eu un complot. Donc, ils ont donné l'autorisation à ces gens-là pour venir tirer quelque part. Mais s'il n'y avait pas de mort, ça n'allait pas faire de problème. Donc, il fallait qu'il y ait des morts pour justifier la vengeance. Parce que si ce n'est que sur le sol ivoirien qu'on envoyait des bombes, bon, ou bien si c'était des Ivoiriens, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas à la France d'intervenir dans une affaire qui concerne les Ivoiriens. Donc, visiblement, Jacques Chirac et son gouvernement a demandé donc à ce qu'on puisse tuer quelques militaires français. Et vous avez bien entendu qu'ils sont venus à la base, on les a filmés. Mais de quelle base s'agit-il? Ce n'est pas la base militaire ivoirienne, ça doit être la base militaire française. Donc, ils sont partis de la base militaire française et ils sont revenus déposer les avions français à la base militaire française. C'est là que les officiers français vont les filmer. Et ce qui est encore plus grave, c'est que dans leur fuite, ils vont se faire attraper au Togo. Et là, un juge d'instruction en France va être saisi et ce juge va demander à écouter ces gens. Le gouvernement français va va demander à ce qu'on ne puisse pas les écouter. Ils vont classer le dossier sans suite. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans la nature. On ne les a jamais jugés. Ils ont reçu leur pognon. Ce sont des mercenaires. Donc, quand la France critique Wagner, ça c'est l'une des leçons à tirer, elle parle de Wagner et autres, elle-même, elle travaille avec des mercenaires. Et lorsque vous voyez que la France vous dit que dans le Sahel, ils ont perdu 59 soldats, parmi les 59 soldats, il y en a qui tombent dans ce genre d'embuscade. Soit parce qu'ils ne veulent pas, ils trouvent qu'ils ne sont pas venus pour tuer les autochtones, et puis bon, ben, on leur fait la peau. Soit on les sacrifie directement parce qu'il faut
trouver des raisons pour se maintenir, pour maintenir la présence militaire française dans le Sahel. Donc, il ne suffit pas de tuer des militaires maliens, parce qu'on a vu aujourd'hui, il est prouvé qu'il y a des militaires maliens, l'armée française donne des informations aux militaires, et quand ils tombent dans une embuscade, et on les massacre. On connaît cette affaire-là. Le Premier ministre Choguel l'a bien démontré. Vous voyez? Donc, et il y a des militaires comme ça, qu'on sacrifie, qu'ils sacrifient. En Côte d'Ivoire, ils étaient 9 qui ont été assassinés par des mercenaires biélorusses, mais qui ont été recrutés par l'armée française, par le gouvernement français lui-même. Voyez à quel point les gens sont capables de tout, parce qu'ils veulent occuper l'Afrique, ils veulent maintenir leur présence en Afrique. Maintenant, il y a une grande leçon qu'il faudrait tirer. Je vous ai dit que cette rébellion, c'était la rébellion de Guillaume Soro. C'est cette rébellion qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. J'ai déjà dit dans une des vidéos que Guillaume Soro est responsable aussi de la mauvaise gestion du chaos de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est responsable parce que c'est lui, il a bien dit, j'ai pris des armes pour le sauver, pour protéger ses droits. Donc, il sait. Et ces armes-là, c'est ça. Pour protéger la rébellion de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, il fallait qu'on neutralise le gouvernement ivoirien de sa flotte militaire. C'est là, maintenant, qu'ils vont jouer ce coup-là, ce sale coup. C'est terrible à le dire. C'est horrible. Au point où, quand on veut en parler, voilà le ministre de l'Intérieur de l'époque qui dit « Vous avez une thèse, vous êtes révisionniste ». Ça dit que c'est quelque chose qui est passé, il ne faut pas en parler. Alors que les auteurs, les criminels courent encore. Et vous savez, dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Mais Guillaume Soro connaît très bien ce qui s'est passé là. Guillaume Soro le sait très bien, parce que ça ne peut pas se faire sans les avoir informés. Puisque ce sont eux qui se sont plaints. Mais écoutez, vous nous avez demandé de faire la rébellion, nous avons formé des gens au Burkina, mais nous n'avons pas d'avion. Et voilà que les avions viennent nous bombarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là maintenant que le gouvernement, pour répondre, pour satisfaire à la demande de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara, ils vont donc utiliser cette stratégie pour détruire ces avions militaires de l'armée ivoirienne. Donc Guillaume Soro est redevable. Écoutez-moi bien. Guillaume Soro est redevable à la France, parce que la France a fait couler son sang pour lui. C'est ça qui a permis, cette rébellion-là, qui a permis à Guillaume Soro d'être Premier ministre de Laurent Gbagbo. C'est cette rébellion-là. Et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, pour qu'il arrive là où il en est arrivé, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, la France a dû tuer 9 de ses soldats. Et si aujourd'hui, prenons une hypothèse légale où Guillaume Soro, les Ivoiriens lui font confiance et il est élu président. Vous savez ce que les Français vont faire? Ils vont lui amener ça à la face, monsieur le président Guillaume Soro. Nous avons fait couler le sang de 9 militaires français pour vous. Maintenant, il faut nous retourner l'ascenseur. Comment? Les contrats, les matières premières, ils peuvent tuer comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, les terres, tout ce qu'ils veulent. Hein. Les terres que, aujourd'hui, la présidence, vous le savez, la présidence ivoirienne appartient à l'armée française, à la France. Donc, il faut maintenir ça. Le franc CFA, il ne faut pas changer. Vous devrez rester là. Vous devez tout faire pour aider la France à continuer à dominer les pays de la sous-région. Voilà le prix à payer. Voilà comment on arrive à tenir nos dirigeants par les... Hein, ouais. C'est comme ça qu'on arrive à nous bloquer, à bloquer nos dirigeants, je veux dire. Parce que vous avez un contrat, ils ont un contrat, ils ont des accords. Ils sont là parce que la France a même fait couler, par exemple pour le cas de Guillaume Soro, c'est clair. La France a fait couler son sang. C'est ce que subit Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est esclave. Il ne peut pas faire le contraire de ce que la France lui demande, à cause de ça.
C'est pour ça que quand Alassane Ouattara voit que la jeunesse africaine est en train de parler du franc CFA, c'est lui qui vient, qu'on appelle à l'Élysée pour venir dire non, mais c'est notre monnaie. Arrêtez les faux clichés et tout. Parce que quand il vient, on lui dit, mais écoute, tu vois ce qu'on a fait? Tu veux payer ça? Ou bien tu veux qu'on te tue? Oh non, 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 je veux faire ce que vous voulez. Et il le fait. Quand Alassane Ouattara dit que le franc CFA, c'est bon, c'est notre monnaie, ainsi de suite, quelques mois plus tard, c'est Emmanuel Macron qui vient, parce que la pression était tellement forte, Emmanuel Macron vient nous dire, non, bon, on va enlever ça, on va mettre quelque chose, mais qui est pire que ça. Et Alassane Ouattara continue à soutenir. Il ne dit pas que non, mais c'était bon. Voilà, c'est comme ça qu'on nous tient, qu'on tient nos leaders politiques. C'est pour ça que cette jeunesse qui est allée à Montpellier doit faire très attention, parce qu'on va les tenir aussi à travers ça, ce même système-là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Non, pas du tout. Nous assumons nos propos, certes, mais nous sommes une force tranquille. Ya Bakolère V, Ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.